cette guerre-là, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui. Et il faudrait que ces entreprises-là puissent satisfaire les besoins de consommation des populations. Qu'est-ce qui fait que un citoyen lambda va choisir un produit importé à un produit de chez lui? La différence se trouve sur le packaging. Il n'y a pas tiré dessus, c'est le packaging. Alors, quand nous parlons de coupe emballage-produit, nous allons définir l'emballage. C'est quoi? L'emballage, c'est l'enveloppe du produit. C'est comme nous, ce matin, quand on s'est réveillé, on n'est pas sorti de chez nous après le bain. On est passé par dans la chambre, on a choisi quelque chose, on s'est mis dedans et on est sorti parce que c'est très important ce que nous présentons aux autres. Alors, l'emballage, c'est ce qui vous présente, c'est ce qui présente le produit au consommateur ou à un potentiel client. Alors, quand nous parlons du conditionnement, le conditionnement, c'est la mise en contact entre le produit et l'emballage. D'accord? Et donc, le packaging, il y a le conditionnement qui est la mise en contact entre votre produit et votre emballage. D'accord? Le packaging, c'est tout ce qui tourne autour maintenant. Et donc, nous allons voir quelques rôles principaux. Je vais aller très vite. Après, vous aurez des questions. Les rôles, c'est quoi le rôle d'un emballage sur un produit? L'emballage, c'est ce qui protège votre produit. Au-delà de tout ce que ça va faire après, c'est ça qui protège votre produit. C'est ça qui le maintient. D'accord? C'est pourquoi on appelle parfois le contenant et le contenu votre produit. Donc, ça joue le rôle de protection contre l'humidité, la chaleur, la lumière, les odeurs indésirables, les bactéries, les insectes, etc. L'emballage protège aussi le produit. Dans un premier temps, quand vous prenez, on va aller avec des exemples aussi. Quand vous prenez par exemple ces chips, quand on a fini de les faire, quand on le met dedans, l'idée derrière, c'est que ça protège de l'extérieur. D'accord? Ensuite, ça protège aussi de l'environnement externe. Parce que quand votre produit, vous allez finir de l'emballer, ça ne va pas rester chez vous. Ça doit faire du chemin de chez vous, chez le consommateur. Tout ce que ça va subir au cours de ce transport-là, c'est son emballage qui le protège de ça. Alors, c'est l'emballage qui transporte votre produit. Quand on prend par exemple les conteneurs qui nous amènent nos produits de la Chine et d'ailleurs, ou bien le conteneur dans lequel vous allez mettre votre soja du Togo pour l'extérieur, c'est ce conteneur-là en fait qui joue le rôle de transporteur. Vous voyez un peu. Alors, c'est l'emballage, ça ici c'est le plus important. C'est l'emballage qui informe vos consommateurs. Je suis à la CCIT actuellement en train de vous parler. Mes produits sont dans des boutiques à Dapan, à Dapamé, un peu partout au Togo. Quand le consommateur prend mon produit chez le boutiquier, il va vouloir lire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va nuire à ma santé dedans? C'est votre emballage qui est censé, dans ce schéma-là, informer le consommateur de tout ce que vous avez mis dans le produit et tout ce qu'il doit savoir pour choisir ce produit. On est d'accord? Donc, elle joue le rôle d'information. Donc, c'est sur ça on voit le poids. Parfois, même on colle les prix dessus, le mode d'emploi, surtout ceux qui sont dans les farines et tout. C'est l'emballage qui dit prenez une telle quantité délayée, etc. Parce que si moi je ne sais pas faire de la bouillie de A plus ou bon, par exemple, mais j'ai vu ça, ça m'a intéressé. C'est votre packaging qui doit m'informer de comment je vais préparer cette bouillie-là. Vous voyez un peu. Alors, c'est l'emballage aussi qui joue le rôle de marketing. Donc, c'est sur ça que vous faites votre publicité. Quand vous prenez, je vais dire Coca-Cola par exemple. Si par exemple, Coca-Cola fait des pubs à la télé, vous voyez tout, mais que dans les rayons, si on n'a pas écrit Coca-Cola sur une bouteille, vous aurez du mal à choisir cette bouteille-là. Vous voyez un peu, donc
l'emballage joue ce rôle-là de marketing et de publicité aussi. Alors, après les rôles définis de l'emballage, nous allons voir un peu quels sont les différents types d'emballage que nous avons. Alors, pour ça, je vais faire une illustration avec une bouteille, un paquet d'allumettes. Quand on va prendre un carton de paquet d'allumettes. Est-ce que vous voyez? Quand nous prenons un carton de paquet d'allumettes, d'abord nous avons, on va dire en général 3. L'emballage primaire, ce qui voudrait dire l'emballage dans lequel on met directement les allumettes, ce que nous poussons pour enlever là. Ça, c'est son emballage primaire. D'accord? Nous avons l'emballage secondaire. L'emballage secondaire, elle a souvent pour rôle de regrouper plusieurs produits. Alors, ça voudrait dire que quand vous allez chez le boutiquier pour payer 100 francs d'allumettes, il vous donne un truc dans un film blanc. Vous voyez un peu? Donc, le film qu'on a pris pour emballer là, c'est son emballage secondaire. Vous voyez un peu? Maintenant, nous avons l'emballage tertiaire qui joue beaucoup plus le rôle de transport. Les cartons. Ça regroupe maintenant beaucoup de boîtes d'allumettes et de boîtes de 100 francs d'allumettes. Vous voyez un peu? Donc, ça, c'est ça qui protège le tout pour que ça quitte de l'usine à un point de vente. Donc, nous avons 3 types d'emballage. L'emballage primaire qui est le premier qui est en contact direct. Qui est en contact direct avec votre produit. L'emballage secondaire qui joue souvent le rôle de regroupement. L'emballage tertiaire qui joue le rôle de transport. Alors, nous allons parler maintenant des différents types d'emballage qu'on a. Et je pense que chacun dans son parcours de vie a assez vu d'emballage. Hein? Et chaque jour, nous en consommons et nous en jetons dans la nature. Alors, je vais aller pêle-mêle. Il y a plusieurs catégories. Si on prend les plastiques, dans la catégorie des plastiques, on a le PET. C'est le plus connu dans l'agroalimentaire. C'est ça que vous avez ici. Vous allez voir. C'est un peu émetté. Comment on dit ça? Émetté. C'est élastique. Donc, il y a le PET. Il y a le polypropylène. Le polypropylène, c'est ça qui fait souvent du bruit. Ensuite, vous avez le PET haute densité, basse densité. Vous avez le polyéthylène. Le polyéthylène, souvent, c'est avec ça on fait... comment vous appelez ça? Vous voyez, les boîtes, c'est des bocaux, mais comme du verre. Je n'ai pas d'exemple tout de suite qui me vient à l'esprit, mais c'est des bocaux, mais quand vous voyez, vous penserez que c'est du verre. C'est encore plus éclairant quoi, dans la zone. Voilà. Donc, voilà dans la catégorie des plastiques, le PET, le polyéthylène, le polypropylène. Et vous avez la catégorie maintenant des verres. Ok, la catégorie des verres, où vous avez des bouteilles de toutes les formes que vous voyez, etc. Et vous avez le carton, le papier. Avec le papier, vous avez du craft, vous avez le carton elle-même, et puis avec ses dérivés. Maintenant, à chaque produit correspond à un type d'emballage. Alors, pour pouvoir choisir l'emballage de votre produit, il faudrait que vous maîtrisez votre produit. Est-ce que c'est un produit liquide? Est-ce que c'est un produit solide? Même si c'est solide, est-ce que c'est une farine? Est-ce que c'est en poudre? Est-ce que c'est granulé? Etc. Maintenant, après ça, il faut venir voir la composition chimique un peu de votre produit. Est-ce que votre produit peut être exposé à la lumière? Pour cet exemple, je donne souvent l'exemple de la bouteille de Guinness et de la bouteille de Pils. Ce n'est pas pour dire que Guinness est dans une bouteille noire et que Pils est dans une bouteille verte. Parce que tout est étudié. Il y a des composants dans Guinness qui ne peuvent pas être exposés à la lumière. Donc, on ne peut pas mettre votre bière
préparer Guinness dans une bouteille qui laisse passer la lumière, par exemple. Est-ce que votre produit en contact de, comment on appelle, de l'odeur, ça capte l'odeur. Donc, vous devez choisir un emballage qui correspond à ça. Souvent, moi, quand je vais dans les quartiers que je veux payer de l'eau, quand on me donne de l'eau, souvent les dames qui vendent de l'eau à la maison, puis à Tafafa, tout ça là, quand on me donne, je sais avec quoi elle a mis l'eau là dans le frigo. Parce que ça laisse passer. L'emballage de Pure Water laisse passer les odeurs. Faites l'expérience quand vous êtes chez vous, vous faites une bonne sauce et vous laissez Pure Water à côté dans le frigo. Après, vous aurez Pure Water aromatisé à l'odeur de votre sauce. Donc, tout ça là est étudié avant de choisir le packaging de vos produits. Que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans les services, etc., etc. Et on ne choisit pas un packaging parce que c'est beau, parce que c'est joli, etc. Non. L'autre fonction aussi du packaging que j'oubliais, c'est l'adaptation à la clientèle. Moi, je suis par exemple dans les amuse-bouches. J'ai commencé, mes produits phares, c'est les produits de 100 sans forme. D'accord? Parce que c'est dans les boutiques que je les vends. Les gens me disent, OK, nous on connaissait actuellement en bouteille. Pourquoi tu ne nous fais pas des actuellement à bouteille? Vous voyez un peu. Donc, pour répondre à ce besoin-là, j'ai dû étudier. Moi, je ne voulais pas utiliser les bouteilles parce qu'il y a un côté poids. Quand je vais dans les bureaux pour vendre, je ne peux pas trimballer 10 bouteilles d'Atchoko, c'est impossible. Donc, j'ai opté pour ça. Ça répond à leurs besoins de volume. Et ça m'évite de prendre aussi des bouteilles pour risquer mes produits. Vous voyez un peu. Donc, chaque produit, il y a un emballage dédié. Même quand vous rentrez dans le domaine des plastiques, c'est vrai qu'il y en a tellement, mais si vous ne savez pas comment choisir un tel emballage pour votre produit, vous allez faire des productions, vous allez tourner à perte. Quand vous voyez tout le domaine des jus au Togo, tous ceux qui font des jus, les marques de jus togolais, ils ne peuvent pas encore rentrer dans les bouteilles plastiques. Même s'ils en ont envie, ils ne peuvent pas parce que ça a des contraintes. Soit vous voulez être bio, soit vous voulez être avec les additifs et vous choisissez les bouteilles en plastique. Vous voyez un peu. Alors, je tombe sur le packaging au Togo. Au Togo, nous on a commencé avec beaucoup de galères parce que c'était pas évident, c'était pas gagné d'avance parce que moi on innovait dans le domaine agroalimentaire, il fallait choisir des trucs pour répondre aux besoins de nos consommateurs. Mais aujourd'hui, la lutte a été longue. Nos prédécesseurs, plus nous aussi, avons fait beaucoup de chemin en termes de packaging au Togo. Et aujourd'hui, il y a plusieurs structures qui proposent des packaging. C'est vrai que le domaine de packaging, pour rentrer dedans, on va vous demander des quantités assez intéressantes et très grandes qui limitent toujours et on continue la lutte des plaidoyers pour dire non, au moins demandez-nous un truc de 500 kilos, eux aussi vont vous dire c'est une tonne, etc. Mais il y a plein de structures aujourd'hui qui proposent des packaging adéquats, adaptés à tout produit. Et aujourd'hui aussi, il y a la plateforme de l'importation, ou bien c'est l'importation, on importe, voilà, de Alibaba, d'Amazon, qui offre beaucoup d'opportunités pour pouvoir apporter vos packaging en état au Togo. Alors, je vais m'arrêter là. Je sais que quand on parle de packaging, c'est beaucoup de questions. Donc, je vais vous laisser poser des questions et j'apporterai mes éléments de réponse à vos inquiétudes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer aux séries de questions. Et donc, pour que ce soit un peu interactif, on va prendre les questions par lot de 3. On va passer le micro, vous posez vos questions et la formatrice va y répondre par la suite. Donc, déjà, la première ou le premier volontaire. Merci beaucoup à Madame pour sa présentation.
Moi, j'aimerais savoir, dans sa présentation, elle parlait du choix du packaging. J'aimerais savoir qui aide à faire ses choix. Parce que toi-même, en tant que producteur, dans tes idées, peut-être tu as vu quelque chose qui t'attire. Mais si tu n'es pas spécialiste, si tu fais un choix qui n'est pas vraiment adéquat avec ton produit, puis ça ne marche pas de pair. Maintenant, qui aide à faire ces choix? Et vous avez parlé aussi de ces entreprises au Togo maintenant qui proposent ces packaging. Est-ce que nous pourrons avoir quelques exemples de ces entreprises aussi? Merci beaucoup. D'autres questions? Alors, merci pour la présentation. Je vais dans le sens de la dame, mais je voudrais poser une question beaucoup plus spécifique. En fonction de la clientèle, de la cible, très souvent on choisit un packaging. Du coup, packaging pour les gens de la population, c'est peut-être packaging premium. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des matières qu'on peut classer dans le packaging premium et les matières qu'on utilise souvent pour l'utilisation commune, de sorte à ce qu'on puisse dire là je fais un produit pour des personnes du pays, donc je choisis plutôt telle matière par rapport à une autre. Ouais. Ok, déjà, merci beaucoup. Moi, je suis un grand consommateur de job. J'en mange tous les jours, sérieusement. J'adore les bricoles. Et moi, ma question, elle est un peu particulière. Le monde du packaging, généralement, il est plus axé pour les producteurs agricoles. Mais non, pour nous qui proposons des services, en fait, comment nous pouvons adapter ce mode du packaging ou comment, en tant que promoteur de services, nous pouvons faire un magnifique packaging pour que nos clients, à travers cela, puissent être attirés par ce que nous proposons comme service. Merci beaucoup. Nous avons notre première série de questions et on va passer aux réponses. Ok. Par rapport au choix du packaging, ça c'est conseil d'entrepreneur, c'est pas conseil d'expert. Le plus simple, c'est Google. Je dis Google, pourquoi? Parce que c'est vous qui connaissez vos produits. Vous pouvez poser la question à Google pour savoir tout simplement, hein, je fais, je sais pas, produit liquide et packaging adéquat. Il va vous sortir d'abord des propositions. D'accord? Et avec ça, vous pouvez commencer la phase de prototype. Quand on dit prototype, c'est que vous commencez par, ok, peut-être Google vous a dit, vous pouvez utiliser du PET d'abord. Et donc, vous devez savoir c'est où vous allez trouver ce PET là au Togo. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, donc je dévoile sur la seconde question pour vous dire les entreprises qui font dans le packaging aussi sont de très bons conseillers. Et ils sont là, ils ont des conseillers en interne qui peuvent dire, ok, si vous faites ça, ça là c'est joli, ça là c'est adéquat, etc. Maintenant, dans ce lot-là, je peux citer UPAC Togo, ils sont à Kéké, Africa Seed, ils sont vers Blancom, je pense. Il y a aussi des structures qui font dans les boîtes. Je n'ai pas le nom, mais ils sont vers Agoué. Il y a aussi dans la zone franche. Aujourd'hui, dans la zone franche, même Dodo Cosmétique fait de l'emballage. Vous voyez, il y en a Togo, il y a Togo Place. Il y a plein de structures aujourd'hui, même sur Google, c'est plus simple. Google vous dira toutes ces structures-là, vous allez vers eux et puis ils vont vous conseiller selon ce que vous faites. Et voilà, les différents gammes, ce qu'ils peuvent vous proposer. Maintenant, le plus grand défi, c'est le coût de l'emballage. Et c'est ce qui fait que nos produits reviennent plus chers. Et ça aussi, c'est à discuter avec eux et avec d'autres personnes qui sont dans l'agroalimentaire. Des gens qui ont fait à la base l'agroalimentaire peuvent valablement vous dire ce qu'il vous faut. Vous voyez un peu. Alors, nous parlons, la deuxième question, c'est le packaging et la cible.
Si je peux résumer ça comme ça. Alors, l'emballage a un coût. Et ce coût-là fait que vous pouvez dire que ça, c'est pour cette catégorie de personnes et ça, c'est pour cette catégorie de personnes. L'autre choix sur l'emballage aujourd'hui, c'est les critères de sélection des consommateurs. Parce que vous pouvez faire du plastique dans le premium, comme vous pouvez faire du plastique, rien que du carton dans le premium. Ça dépend de la nature de votre produit et maintenant du pouvoir d'achat de vos consommateurs. Parce que si vos consommateurs vous disent que nous on est écolo, vous ne pouvez pas leur imposer le premium, du plastique dans votre gamme premium. Vous voyez un peu. Maintenant, il y a des gens qui vont vous dire qu'ils sont écolos. Vous ne pouvez pas leur offrir du plastique, mais votre produit aussi ne peut pas être dans du papier. C'est là que vient tout le cogito. Vous devez réfléchir et trouver des packaging alternatives. Et ça, pour l'instant, il y a la plus grosse structure qui offre du packaging dit Togo, c'est Civic Bag. Civic Bag peut vraiment vous aider, mais si vous êtes dans des produits du kit, c'est encore compliqué. Ils n'ont pas encore la technologie. Donc, vous devez chercher dans la sous-région peut-être des matières en aluminium. C'est le Nigeria qui l'offre, mais avec les frontières, les barrières linguistiques, il faut faire avec pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez un peu. Mais le packaging qui coûte le moins cher, c'est du plastique. Et c'est le PET, le polyéthylène. Maintenant, ça coûte moins cher, c'est un peu partout, c'est assez disponible. Et ça, on peut dire que c'est pour la population. Donc, au grand marché, un peu partout, vous allez trouver du plastique. Même toutes les sociétés que je vous ai données tout à l'heure peuvent vous proposer du plastique, mais biodégradable. Maintenant, ce débat aussi de biodégradable aussi, c'est un autre débat à voir, à évaluer sur vos coûts de production, etc. Maintenant, pour un début, c'est difficile, j'avoue, mais quand vous allez passer à l'échelle, comme l'année vient de nous exhorter, si vous voulez passer à l'échelle, c'est plus simple. Parce que là, le sachet que vous prenez, par exemple, si vous voulez payer 1000, on va vous dire c'est à 7 francs, ou bien c'est à 15 francs. Mais quand vous voulez payer une tonne, on va vous dire c'est peut-être 1 franc. Vous voyez? Donc, il faut commencer quelque part, commencer avec les difficultés, mais dès que vous passez à l'échelle et que vos produits sont connus, le package n'a pas une très grande influence sur le coût de production. Vous voyez? Maintenant, tout dépend de votre clientèle, de ses exigences pour choisir votre packaging premium et de la nature de votre produit. Je reviens dessus. Maintenant, selon la nature, vous allez voir si c'est des bouteilles. Maintenant, les bouteilles, c'est combien ça va vous coûter, etc. Si vous êtes dans les produits liquides ou non. Merci. Alors, packaging et services. Dans les services, je pense que le plus grand conseil que je vais donner, ça c'est à mon humble avis. Le premier packaging, c'est vous-même. Je pense que c'est vous qui avez posé la question sur l'histoire. C'est vous-même, c'est ce que vous racontez, c'est ce que vous véhiculez, c'est votre posture devant le client. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, vous vendez des services. Si vous êtes dans la livraison, comme vous avez déjà commencé, c'est des sacs, c'est une marque que vous vendez. Et cette marque-là, il y a une publicité qu'on fait derrière. Vous voyez, si je prends le cas de Bozem, ils ont reçu sur le coup de tout ce qui va avec la communication, le packaging, les sacs brandés, etc., etc. Quand je prends des aînés comme Anaïs Concept, je ne sais pas si vous les connaissez, Anaïs Concept, elle vend le service elle offre des cadeaux aux gens. Mais pour aller offrir, c'est tout un processus brandé et le client est waouh, stupéfait quoi. Vous voyez un peu. Donc ça dépend de vos services aussi. Vous êtes maintenant la présentation de. Là, on ne va pas beaucoup plus parler de packaging, mais c'est du branding.
le branding que vous faites de votre structure, de vos pages, etc., etc. Merci. Voilà quelques éléments de réponse que je peux apporter à cette série de 3 questions. Merci beaucoup. Nous prenons encore juste 2 questions et on va prendre la deuxième partie de la formation qui va poursuivre. Donc, monsieur. Alors, si je dois faire un apport, en plus du branding, dans le branding, il faut prendre en compte la gestion clientèle. Parce que dans les services, au fait, puisque tu rencontres le client, c'est la manière dont tu gères ton client qui te rapporte d'autres clients. Mieux tu le gères, mieux tu le mets à l'aise, mieux tu réponds à ses besoins, plus il va revenir vers toi. C'est ce qui va faire ton package, au fait. Parce que au-delà de rendre le service, tu rends aussi les anciens, la facilité et les coûts et tout ce qui va avec. C'est pas que le service, je viens te rendre, je pars. Non. Merci beaucoup. Visiblement, pas d'autres interventions. Nous allons donc poursuivre avec la deuxième partie de cette formation sur le packaging. Pardon? Nous sommes sur la fin. Nous allons donc terminer avec la deuxième partie de cette formation sur le packaging qui sera plus orientée marque. Et à ce sujet, nous allons inviter notre second intervenant, M. Voissinou, à qui nous allons donner la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je suis Monsieur Richard Yaor Voissinou. Je suis juriste consultant en droit de la propriété intellectuelle, en droit des nouvelles technologies également. Je fais aussi de la fiscalité et je suis formateur et traducteur aussi. J'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors, pour ce qui est de ce forum d'aujourd'hui, on va traiter la question du packaging, comme Madame Yawan l'a dit. Mais ça, c'est l'aspect technique. Moi, je vais m'occuper, tout respect, à tout droit, de l'aspect juridique. Alors, bon, j'avoue personnellement que pour cette communication-là, j'avais voulu faire un truc comme on le fait habituellement à la fac, lors de nos rencontres écologues. Mais j'ai fait l'effort, Monsieur Jean Bouconvi en est témoin, de le faire de façon assez pratique pour que les gens puissent comprendre un peu les choses dont j'aurai à vous parler. Alors, sans plus tarder, je vais donc commencer. Alors, vous savez, c'est produire, c'est bien, c'est très bien, mais pouvoir écouler les produits, c'est mieux. Et écouler demande de rendre sur le marché un produit ou un service qui se distingue de ceux de ses concurrents. Et je crois que c'est dans ce sens que va la communication précédente. Et sur le plan juridique, une des choses qui nous permet d'attendre ce peu est la marque. La marque est ce qui vous protège en tant qu'entrepreneur, producteur. La marque est ce qui vous protège et qui distingue vos produits de ceux de vos concurrents, du moins sur le plan juridique. Alors, qu'est-ce qu'une marque? Comme le dit l'accord de Bamako,
la marque est considérée comme tout signe visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. La marque est tout signe visible ou sonore utilisé ou que l'on se propose d'utiliser et qui est propre à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. Et présenté comme tel et de mon expérience sur le terrain, bon nombre de personnes sous-estiment l'intérêt d'une marque. Pourquoi? Parce que j'ai personnellement accompagné des entrepreneurs et ils étaient plus préoccupés par l'idée d'écouler leurs produits que par l'idée de le protéger juridiquement à travers la marque. J'avoue personnellement que je ne comprenais pas. Pourquoi? Tout simplement parce que dès que vous allez commencer par écouler vos produits, une autre personne peut aisément s'insérer dans votre sillage. Dans le jargon, nous les appelons les parasites. Alors, vu que le temps nous est compté, je vous entretiendrai donc d'une part sur le choix du marque, comment il faut choisir une marque, et d'autre part sur la façon dont cette marque doit être enregistrée. Alors, si nous prenons la question du choix, choisir, comment de connaître ce que l'on veut choisir et l'intérêt du choix. Et je comprends tout à fait le comportement de certains de nos compatriotes qui n'y voient aucun intérêt dans le fait de protéger leurs produits ou services. Puisque la marque peut à la fois porter sur des produits comme sur des services. Alors, nous avons tantôt dit que la marque est un signe. Quel signe alors est la marque? Selon l'article 1 de l'acte de Bamako, ne vous inquiétez pas, je n'irai pas dans la théorie non plus, je ferai court. Alors, selon l'article 1 de l'acte de Bamako, le signe qui peut représenter une marque, ça peut être différentes choses, peut-être des dénominations sous toutes les formes, telles que les mots, les assemblages de mots, les noms patronymiques, les dénominations particulières, arbitraires ou de fantaisie, les lettres, les sigles et les chiffres. Ce peut être également des signes figuratifs, comme les logos et les images de synthèse. Ce peut être également un signe sonore, tel que les sons ou les phrases musicales. Ce peut être également des signes audiovisuels. Et ce peut être également une couleur spécifique ou encore une phrase. Bref, nous disons dans le jargon que la marque peut être figurative ou tout simplement être une dénomination. Et pour ce qui est
des entreprises, choisir une marque est primordial. Je le répète bien, elle est primordiale de ce choix-là, le choix de la marque primordial quand vous voulez être une entreprise sérieuse. Et pourquoi? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi vous me demandez de protéger mes produits à travers une marque? Nous allons donc, après avoir eu une idée du contenu, bien de ce qu'est une marque, aborder son importance. En tant qu'actif incorporé, parce que la marque, c'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose toujours que vous pouvez toucher. La marque possède une valeur d'une particulière importance pour l'entreprise. Elle doit être protégée. Le simple fait d'exister, même depuis plusieurs années, pour les entreprises, ne suffit pas. Il est nécessaire de la déposer auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dès sa création, afin d'éviter toute utilisation et exploitation perpétuelle. Alors, déposer sa marque permet d'obtenir un droit de propriété sur elle. C'est ça le premier intérêt de protéger ses produits par une marque. Vous avez un droit de propriété sur la marque. Et ainsi, vous bénéficiez d'un monopole d'exploitation et de la possibilité d'agir en contrefaçon auprès d'un tiers. Ça, c'est le premier intérêt de la marque. Et sur la question, l'article 57 de l'acte de Bamako, en son annexe 3, dit que les condamnations peuvent aller pour des cas de contrefaçon de 3 mois à 2 ans et même de 5 millions à 30 millions de francs CFA. En d'autres termes, le dépôt de marque non seulement elle permet à l'entreprise d'avoir un droit de propriété sur le produit, mais également permet à l'entreprise de se rendre identifiable vis-à-vis de ses concurrents ou de ses consommateurs, ou des consommateurs, pardon. C'est le second intérêt du marque. La marque vous identifie par rapport à vos concurrents ou vous identifie sur le marché. C'est un outil de fidélisation de la clientèle ou, excusez la tautologie, un outil de fidélisation du client. Ainsi, il faut noter, et la question revient souvent, que le droit, du moins le droit de la propriété intellectuelle, ne protège pas les idées. C'est pas parce que
par un songe, vous avez vu certaines illustrations de vos produits ou que vous avez l'habitude d'utiliser certaines dénominations de vos produits dans votre entourage proche, que vous allez vous dire que vous avez en conséquence un droit, bien un monopole sur cette dénomination-là. Non, ça ne se passe pas comme cela. Et c'est pourquoi nous conseillons vivement les entrepreneurs et je suis un peu consterné de le remarquer à chaque fois qu'on nous sollicite sur la question que ça ne dit rien aux gens. Ce qui les importe plus, c'est de vous. Or, avant d'aller sur un marché, il faut bien se préparer. Alors, les risques que vous prenez sans protéger vos marques. J'en avais parlé tantôt. Vous encourez des risques de contrefaçon. C'est-à-dire que quelqu'un utilise le nom que vous avez donné à votre produit et tout. Ou que ces personnes-là créent également de la confusion en employant, et vous l'avez également remarqué sur le marché, vous allez voir, il y a la marque Adidas, mais vous allez voir encore Adidas. Adidas, c'est un parasite parce qu'il s'inscrit dans le sillage d'Adidas. Les esprits non éclairés peuvent facilement s'y égarer. Alors, la marque est un outil de stratégie commerciale. Et une entreprise que j'affectionne particulièrement dans ce domaine est la société Hyundai. Les voitures Hyundai, si vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé les différentes facettes ou possibilités de déformation de leur écriture, du nom Hyundai. Si vous l'écrivez avec un I, vous pouvez faire objet d'une poursuite. Si vous l'écrivez avec, je ne sais pas, un D minuscule, un D majuscule, c'est-à-dire ils ont fait en sorte de protéger les différentes écritures possibles de leur marque. Quelle que soit la façon dont vous l'écrirez, on sait que ça, vous essayez de faire de la contrefaçon. Et ce qui est également bien avec les marques, c'est que vous avez la possibilité de non seulement solliciter une protection régionale, mais également une protection internationale. Et il faut le savoir, quand vous déposez une marque, cette marque est protégée pendant 10 ans et c'est renouvelable. Il y en a qui disent que la marque est perpétuelle. Parce que lorsque les 10 ans expirent, vous pouvez demander à le renouveler. Ceci étant, nous allons aborder la question de comment est-ce qu'on dépose une marque. Alors, il passe par une recherche dite d'antériorité. Nous menons une recherche d'antériorité.
Et après cette recherche-là, on entame la fourniture des autres éléments qu'il faut pour constituer votre dossier. Alors, la condition de la recherche d'antériorité. Cette recherche permet de vérifier que la marque qu'on souhaite déposer n'est pas déjà utilisée par des tiers. La recherche d'antériorité est nécessaire avant tout dépôt. Il s'agit également de vérifier la disponibilité du site choisi comme marque avant de la protéger. Voilà à quoi sert la recherche d'antériorité avant de protéger votre marque. Alors, les autres conditions, hormis la recherche d'antériorité. Il faut que la marque que vous voulez enregistrer, déposer, il ne faut pas qu'elle soit dépourvue de caractère distinctif. C'est-à-dire que quoi? Un instant. Alors, donc je disais qu'il y a également d'autres conditions en dehors de la recherche d'antériorité. Et la première, c'est que votre marque ne doit pas être dépourvue de tout caractère distinctif ou de caractère distinctif tout court. Cela voudrait dire quoi? Si vous êtes dans le domaine, disons, du thé, vous ne pouvez pas donner comme nom à votre marque thé. C'est bateau, c'est vague, c'est général. Si vous êtes dans le domaine de la comment ça s'appelle déjà, de la lessive, ou ceux qui sont dans le domaine du nettoyage et tout. Vous ne pouvez pas faire cela et donner comme marque à vos produits ou services lessive. C'est vague, c'est bateau. Alors, donc, la première condition, c'est que votre produit, la marque que vous allez choisir, ne doit pas être générique. C'est tout. Il ne faut pas que ça soit général, dépourvu de caractère distinctif. Alors, la seconde condition, votre marque ne doit pas être identique à une marque appartenant à un autre titulaire qui est déjà enregistré. Auquel cas, vous serez considéré comme un contrefacteur. Troisième élément, votre marque ne doit pas être contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois. Quatrième élément, je ne vais pas trop vous ennuyer. Elle ne doit pas induire le public en erreur.
C'est-à-dire que quoi? C'est par exemple le fait de donner l'impression au consommateur que le produit possède des caractéristiques ou des qualités dont il est en réalité dépourvu. C'est ça. Donc vous ne devez pas présenter un produit susceptible d'induire en erreur le public. Et aussi, la marque en question ne doit pas contenir contenir les armoiries du pays sans une autorisation de l'autorité compétente. Maintenant, quand vous remplissez toutes ces conditions-là, pour le dépôt, on a juste besoin de votre nom, prénom, identité complète. Vous devez nous donner une reproduction de votre marque. La reproduction, vous pouvez le faire sur tout support. Vous devez également identifier les produits ou services auxquels s'appliquera la marque, ainsi que leur classe, conformément à l'arrangement de liste. Selon les produits, ou bien les produits qui sont concernés par votre marque, il y a des classes qui ont été mises en place par l'arrangement dit l'arrangement de liste. Alors, il y a différentes classes, et par exemple la classe 25 correspond à celui des vêtements. Donc, c'est des précisions que vous faites sur la fiche, bien sur un certain nombre de choses que vous allez nous amener, et nous on saura que faire. Et vous allez également vous acquitter d'un droit qui était de 400 000 francs. 400 000 francs CFA, mais qui est maintenant revenu à 390 000 francs si vous voulez la protection sur les 10 ans de votre marque. Bon, je crois que je vais m'arrêter là et je vous laisse poser les questions. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça m'a beaucoup enrichi. Mais j'ai plus d'une question. Je le pose toutes. Alors, on va respecter ce qui est dit. Une série de 3 questions. Une série de 3 questions. Une personne, une question. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, la question la plus importante pour moi dans le lot, c'est que vous nous parliez un peu de la différence entre un brevet et une marque. Parce que vous avez dit que quand vous avez une idée, au fait, ce n'est pas une marque. Il faudrait bien faire la différence. Mais des fois, j'ai une idée de technologie que je mets en place. Ce n'est pas encore une marque ou un truc distinctif sur le marché, mais c'est moi qui l'ai créé. Donc, quelle est la différence qu'on fait entre un brevet et une marque? Et c'est comment on déclare dans les deux cas. Alors, pour le cas de Hyundai, je voudrais savoir s'il y a des coûts supplémentaires pour protéger toutes les différentes déclinaisons, les déformations de leur marque.
Parce que je suppose que si c'était possible de le faire, pourquoi Adidas ne l'a pas fait? Troisième et dernière question. Vous avez dit que l'une des conditions pour qu'une marque soit retenue, c'est que la marque ne soit pas déjà prise par quelqu'un. Est-ce qu'il y a des limites dans le domaine? C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans l'informatique, l'ingénierie réseau. Si j'utilise une marque d'une personne qui est peut-être dans l'agroalimentaire, est-ce que ça pose problème? Ou bien, vu la différence de domaine, ça peut aller? Merci pour cette question. Alors, sur la première, brevet marque. Il s'agit de deux choses différentes. Le brevet, porte sur des inventions et les marques sur des produits ou services. Et sur la question du fait que le droit ne protège pas les idées, effectivement, en droit de la propriété intellectuelle, il est également exigé au niveau des brevets qui portent bien évidemment sur des inventions que l'invention ou ce que vous voulez protéger à travers le brevet ne soit pas juste dans votre idéal. Il faut que ça ait ou ça soit sur forme palpable. Parce que si le droit protégeait les idées, imaginez un peu, cher monsieur. Merci. Alors, comment on les déclare? C'est deux procédures distinctes. Et pour le brevet, il faut s'adresser à l'OAPI. Il y a l'INPI qui est là. Cependant, l'Institut national de la propriété intellectuelle, c'est une antenne de l'OAPI. Il se charge principalement de recevoir les demandes et de les adresser à l'organisation mère qui se trouve à Yaoundé au Cameroun. Donc, ils ne sont pas dans le traitement. Eux, ils reçoivent juste les demandes. Et si vous voulez faire, vous avez inventé quelque chose que vous voulez protéger, il y a également des conditions à remplir. Et vous approchez d'eux ou bien même de ma personne. Et voilà, on vous donne des éléments qu'il faut. Et sur la question de la marque qui nous intéresse dans ce cas-ci, je vous ai donné certains éléments où il faut, pour ce qui est de la procédure, faire une recherche d'antériorité. Ensuite, il faut une reproduction de la marque sur un support, n'importe lequel, préciser les produits ou services qui vont porter votre marque et mentionner les classes dans lesquelles ces produits ou bien les classes auxquelles appartiendront ces produits ou services. Et vous devez également donner votre adresse, votre identité complète.
Alors, si ce n'est pas vous-même qui allez faire le dépôt, il y a ce qu'on appelle les mandataires à créer dans le domaine. On s'approche d'eux et bien évidemment, le cabinet pour lequel je suis consultant, on a un agréé et c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, la question de la stratégie de la maison IUD. Effectivement, vous avez posé la question de savoir si cela génère des coûts, cette façon de protéger les différentes déformations qu'il peut y avoir du nom d'une marque. Bien évidemment, ça a un coût. Ça a un coût et ce qui est exigé déjà même à la base, du moins dans l'espace OAP de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, si vous voulez déposer une marque, la taxe elle est à 400 000 francs CFA avant. Hein? Avant c'était à 400 000 francs CFA. Maintenant c'est ramené à 390 000. Je vois madame qui sourit, elle en sait quelque chose. Je sais que ce n'est pas grand chose, mais sur 10 ans, c'est quand même pour les bienfaits que cela apportera à vos produits. Je pense que ça vaut la peine. Je pense que ça vaut la peine. Donc, lorsque vous déposez, il y a un PV hein, qui vous est transmis dans un délai de 2 mois. Et après analyse, si ça, au max, dans 9 mois, vous avez le certificat d'enregistrement de votre marque. Voilà. Et donc, disons que on est dans le domaine des affaires, hein, donc il y a toujours un coût. Ça, il y a toujours un coût. Et c'est parce que au sein, et ça dépend également des spécialistes qui sont dans les structures en question, la stratégie des entreprises, bien, les stratégies des entreprises ne sont pas les mêmes. Il y en a qui peuvent choisir ce que l'UD a fait, mais il faut avoir les moyens de sa politique, et d'autres qui ne vont pas le faire. Alors, donc, ça dépend de ce que veut l'entreprise et de ses ambitions surtout. Alors, sur la question du domaine, vous avez dit, si est-ce que je suis dans le domaine informatique, je donne un nom à mon produit, et qu'il y a un autre qui est dans le domaine agricole qui donne le même nom à un produit. Au prime abord, on se dit, il s'agit de différents domaines, donc il n'y aura pas de problème. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a ce que nous appelons la confusion. Le client, une fois devant le produit, et c'est la réaction de tout être humain, quand il va voir Adidas sur un PC par exemple, il va dire bah tiens, Adidas produit des PC maintenant, ok je vais l'acheter, parce qu'ils font de bonnes chaussures. Donc là, ça peut créer de la confusion dans la tête des clients. Donc à condition que la confusion, ou bien que ce nom-là ne crée pas de confusion dans l'esprit du consommateur. Merci. Bon. Oui, allez-y. J'aimerais savoir si, après
Oui. À un support. Alors, en tant que responsable en matière de propriété intellectuelle, c'est protégé par le droit d'auteur. Mais si vous le souhaitez, on verra. Il n'y a pas de problème. Je vous en prie. D'autres questions? Ne vous inquiétez pas, je mettrai à disposition de M. Jean Cocombi mes contacts. Et s'il y a d'autres questions, vous pouvez me les poser en inbox, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Je vous en prie. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, un banc pour lui, c'est pas facile. Donc, ce sont des instructions que nous sont données nos maîtres, que nous suivrons, ou bien que nous suivrons, je ne sais pas, ou bien que nous suivrons, c'est ça, non? Voilà, donc, néanmoins, je pense que ça doit être un acquis pour nous tous. Néanmoins, ces rencontres, nous avons beaucoup souhaité que, franchement, nous soyons plus actifs et pour pouvoir capitaliser, parce que c'est une fois de bon. Et ces personnes que nous rencontrons dans des réseaux sont des personnes souvent qui ne sont pas libres, mais que nous arrivons à torcher dans la masse. Donc c'est très important. Tout ce genre de choses, quand vous passez une heure de temps, vous n'avez rien perdu. Naturellement, pour ceux qui sont conscients de certaines problématiques. Parfois, le problème, ce n'est pas moi, mais c'est l'autre. Maintenant, comment est-ce que je peux l'aider? Ou c'est réciproque, comment on peut s'entraider. Donc voilà. Alors, comme on dit souvent, toute chose commence bien, se termine bien. Je crois que je vais le dire parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Et il y a un côté, peut-être qu'on n'a pas pu digérer aujourd'hui, c'est le financement. En fait, en toute chose, peut être la créativité, peut être notre capacité humaine en tant que capital humain. Ici, il arrive qu'on n'a pas du capital financier, ça prend du temps que ça se prend et parfois on abandonne. Donc néanmoins, nous on a un peu grandi dans des réseaux panafricains où il y a des subventions. Et je vous dis même à l'heure, il y a des subventions qui circulent mais qui cherchent des personnes à qui il faut remettre. Vous comprenez? Mais si vous n'êtes pas l'information, tourne à plus dans notre site là-bas et à la fin on n'a pas de résultat. Et donc, c'est programmable. Pour celui-ci qui est une subvention panafricaine, c'est programmable. Et c'est sûr également, comment dit-on, sur compétence. Parce que, à vrai dire, nous venons de parler de tout et de rien. Si vous n'avez pas la capacité, c'est que vous n'avez rien. Donc, on cherche ces gens capables qui puissent avoir des idées de projets, ou des projets qui font déjà, qui restent déjà, pour pouvoir accéder jusqu'à $5 000. Enfin, subvention gratuite, on vous donne sans autre chose. Et à condition que vous-même vous soyez discipliné sur le chemin de responsabilité jusqu'à obtenir votre financement. Donc, c'est ouvert chaque année. Donc, nous sommes déjà en fin d'année. Déjà, à partir de vers mi-décembre, le cycle va commencer pour ceux qui veulent des financements, peut-être pour l'année prochaine, pour leur projet. Commencez par nous donner vos idées ou votre projet déjà lancé. Et quand c'est arrivé, parce que nous sommes tous des entrepreneurs, donc quand c'est arrivé, vous pouvez s'adapter. On est dans le même réseau, certains sont déjà dans les panels, vous aurez toujours l'information, il y a la liste de présence. Nous allons vous taguer pour que vous puissiez entrer dans ce processus de financement libre. Donc c'est l'information que j'ai pour vous, de façon réseautage. C'est bon? Donc, je crois que c'est la fin de la section de renforcement de capacité. Donc, allez, achetez pour ceux qui sont là. S'il vous plaît, achetez. Achetez. On n'a pas refusé à quelqu'un de venir s'exposer. Donc, et après, quand vous êtes là, achetez pour eux pour aussi
se conformiser à l'art de consommateur local que nous sommes déjà. D'accord? Parce que quand bien même je produis, je suis consommateur, moi je suis conscient que je produis, mais quand je produis, je consomme, donc je dois consommer pour mon prochain, donc je suis consommateur. Merci beaucoup. Et je vais dire bonne suite et à demain. Demain serait moins chargé qu'aujourd'hui, mais toujours c'est pour lever la problématique une fois de bon pour que vraiment on puisse atteindre ensemble les objectifs. Alors, monsieur Richard, merci pour le support. Alors, bonne suite. Merci.